Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions livresques du mois de septembre. Comme toujours pour ces vidéos, c'est une liste non exhaustive, mais j'ai quand même sélectionné un certain nombre de livres parce que c'est la rentrée littéraire. Chaque année à la même période, c'est la même chose, il y a une tonne de livres qui rejoint les étals de librairie et aujourd'hui j'avais envie de vous mettre en avant les quelques livres qui ont retenu mon attention. Ça veut pas forcément dire que je vais tous les acheter ou les recevoir en service de presse, mais ce sont des livres qui m'intéressent pour le moment, à voir s'ils resteront dans la wishlist ou s'ils passeront dans mes bibliothèques à un moment donné. Mais en tout cas, eh bien, je suis bien contente d'avoir pu sélectionner ces livres parce qu'ils ont l'air bien intéressants. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui vous font le plus envie, bien sûr. Et surtout, s'il y a des livres qui ne sont pas dans cette liste, n'hésitez pas à m'en parler aussi parce que ce sera l'occasion pour moi peut-être d'en découvrir d'autres également. On sait jamais, je suis peut-être passée à côté de certains titres. On commence tout de suite dans l'ordre de parution avec La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi à paraître chez Hachette Roman le 4 septembre. Cette histoire se passe à Solvara où la musique détient un pouvoir immense pouvant ensorceler ou tuer. On y suit Shona qui est une tisseuse dédiée à tisser les mélodies du destin. Cependant, elle découvre par accident qu'elle est amenée à causer la chute de Solvara et alors qu'elle est accusée de complot contre le roi, eh bien elle se met à fuir à tout prix ce royaume. Et pour cela, elle n'a pas d'autre choix que de collaborer avec Alistair qui est un musicien aristocrate qui va lui permettre peut-être de comprendre la magie et surtout de changer sa destinée et franchement, ça a l'air très intéressant. Honnêtement, j'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux, la hype est très intense autour de ce livre-là, alors j'espère grandement l'apprécier si je le lis. On continue ensuite avec une parution toujours du 4 septembre, cette fois-ci aux éditions Corrigan. Il s'agit du Tisseur du Roi de Lydia Brasington. C'est un premier tome dans lequel on va suivre une histoire qui se passe dans le royaume de Veras où la magie est interdite. On y suit Neyla qui vit clandestinement dans la capitale pour sauver des tisseurs qui sont des mages qui sont complètement persécutés. Mais bien sûr, son destin bascule à un moment donné. Ici, c'est le jour où elle rencontre Tristan qui est une lame mortelle, mais en fait elle se retrouve captive du roi. Du coup pour survivre elle n'a pas d'autre choix que d'intégrer la cour d'Istra aux côtés de Tristan. Plus que ça, il va même se faire passer pour son époux et elle va essayer d'aller au bout de sa mission qui est tuer l'un des plus proches conseillers du roi. Mais clairement c'est pas si évident que ça et en plus de ça, eh bien vous en doutez, elle ressent une attraction pour Tristan. Oui, on est sur une romantasy. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'intrigue énormément dans cette histoire. Alors, en particulier, le fait que les mages soient persécutés, mais aussi le fait que Neyla prenne une fausse identité, ce côté faux mariage, etc. Enfin bref, ça me tente beaucoup et je pense que ça pourrait beaucoup me plaire aussi. Ensuite, j'ai noté le 13e dieu de Jocabel Caballero apparaître aux éditions Addictesi le 5 septembre. Ici, on va suivre Kratos, qui est le 13e dieu qui était autrefois honoré sur l'Olympe, mais qui s'est retrouvé banni au Tartare. Après 2 millénaires de captivité et animé par une soif de vengeance envers les personnes qui l'ont trahi, il trouve enfin sa liberté. Sa première cible est Artémis, la déesse de la chasse, mais alors qu'il part à sa poursuite, eh bien il se rend compte que le monde a complètement changé en l'espace de 2 millénaires, bien sûr. Et c'est aussi le cas des dieux d'ailleurs, donc tout cela va rendre la quête de Kratos bien plus compliquée que prévu. Franchement, je dis pas énormément de livres qui portent sur la mythologie, mais un petit peu comme de temps en temps, et en général j'aime beaucoup ça. Donc j'ai sélectionné ce livre et j'espère l'apprécier parce que clairement je pense que ça peut être très intéressant. Ensuite j'ai sélectionné pour le 11 septembre Pine Lake Resort de Phoenix B. Asher apparaître du coup aux éditions Hugo en format poche. Le Pine Lake Resort c'est un hôtel qui a été la cible d'un massacre il y a maintenant 42 ans et on va y suivre Charlie qui est héritière de ce domaine et qui souhaite lui rendre sa gloire d'antan. En restaurant cet hôtel, l'objectif c'est aussi de tourner une page sur ce sombre passé bien sûr, mais elle ne s'attendait pas du tout à craquer pour l'entrepreneur qui va venir travailler sur ce chantier. En effet, Chris va venir l'aider sur ce chantier et clairement une romance va s'instaurer entre eux, mais pas que. Puisque, en fait, au fur et à mesure des travaux, eh bien, ils vont se rendre compte qu'il y a certains messages qui refont surface, etc. et vont se mettre à enquêter sur ce qu'il s'est passé et clairement retourner les fantômes du passé. Et franchement, ce genre d'enquête, ça m'attire énormément et je pense que ça peut être très intéressant de découvrir ce qu'il s'est réellement passé à Pine Lake Resort. Ensuite, j'ai sélectionné une suite de sagas que j'attends impatiemment pour ce mois de septembre. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire dans quelle mesure il peut être lu séparément du reste. Il s'agit de I Knew You Were Trouble de Alicia Garnier, apparaître le 11 septembre aux éditions Hugo, cette fois-ci en grand format. C'est la suite de Can't Help Falling in Love que j'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur sa duologie et on est ici du coup sur un spin-off, donc on va y suivre la petite sœur du protagoniste de Can't Help Falling in Love et franchement, j'ai tellement hâte de découvrir cette histoire parce que c'est une de mes new romances préférées. Elle est poignante, elle est
touchante, vous allez avoir les tripes nouées, vous allez sûrement pleurer aussi, mais c'est tellement beau, vraiment c'est tellement beau. Dans A New You Were Trouble, on va y suivre Joy qui va se retrouver à organiser le mariage de son frère, je vous laisse deviner avec qui. Et en fait, lors de l'organisation de ce mariage, il s'avère qu'elle va tomber sur Travis, qui est un homme qui l'a fait souffrir par le passé. Et Travis, de son côté, est complètement déstabilisé par le retour de Joy. En effet, malgré leurs différences, leur attirance l'un pour l'autre reste palpable, mais arriveront-ils à passer au-delà de leur cœur brisé? Ça reste à voir. Et franchement, j'ai tellement hâte de découvrir ça parce qu'on est clairement sur une autrice qui manie les sentiments avec brio. Vous allez ressentir tous les sentiments des personnages au fur et à mesure de la lecture. C'est obligé. Et clairement, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir tout ça parce que je sens que ça va être très dur à lire par moments, mais tellement beau aussi. Et on continue avec une autre suite de saga que j'attends avec impatience, et cette fois-ci Forest Fall de Linda Clemson, apparaître aux éditions Stardust le 11 septembre. C'est la suite du manoir de Lexage que j'avais adoré, et forcément j'ai qu'une envie, c'est de découvrir celui-ci, bien sûr. Le manoir de Lexage, ça a été un énorme coup de cœur et surtout ça fait maintenant 2 ans que je l'ai lu, donc ça remonte et pourtant j'ai toujours autant envie de savoir la suite de cette histoire. Du coup, je pense que c'est un sacré signe qui montre que ce livre-là est clairement fait pour moi. Enfin, je l'espère. Je trouve que je vais être super déçue, on n'en sait absolument rien. Dans le manoir de Lexage, on y suit Violetta et son frère qui vont fuir le lieu dans lequel ils vivent puisqu'ils sont persécutés par leur mère et vont trouver refuge dans le manoir de Lexage justement, qui lui est habité par Rohan, mais qui est clairement une personne considérée comme étant le monstre du manoir de Lexage puisque Rohan est accusé d'avoir noyé toute sa famille dans le lac qui entoure ce manoir. Sauf que sur place, Violetta se rend compte que les choses sont bien différentes et que Rohan est un personnage plutôt complexe, très refermé sur lui-même, mais surtout qui la fascine, et elle va essayer de comprendre qui est ce personnage. Et lui-même est très intéressé par une autre chose, le pouvoir du petit frère de Violetta. Sans compter qu'en plus de ça, elle a une connexion très sinistre avec les lieux qui l'entourent et la malédiction qui est liée à ce lac. Donc je vous laisse découvrir tout ça, mais franchement c'était génial. Et j'ai bien hâte de découvrir vers où va nous mener ce 2e tome. Ensuite, j'ai noté Un pétale de cristal et de sang de Sarah A. Parker apparaître aux éditions Olympe le 12 septembre. On va y suivre Orless qui a survécu à un massacre à l'âge de 1 an, mais elle ignore complètement pourquoi ni comment, donc c'est bien compliqué pour elle de savoir ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. 19 ans plus tard, elle vit à Château Noir où elle lutte pour ses sentiments envers Rodin qui est l'homme qui l'a sauvée. Sauf que Rodin est bien plus distant depuis un moment et alors qu'elle se rend compte que ses cauchemars sont plus que réalité et que les monstres qui hantent ses rêves sont sur le point d'attaquer le royaume, elle se questionne sur les véritables intentions de Rodin et clairement tous les secrets qu'il cache. Franchement, c'est un résumé un petit peu flou, je vous l'accorde. Mais je pense qu'il y a du potentiel et que ça peut être très intéressant à découvrir. Donc clairement, je l'ai noté et j'espère pouvoir le lire. Le 12 septembre également, j'ai noté The Way I Am Now de Amber Smith aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici, c'est la suite de The Way I Used to Be que je n'ai pas encore lu, mais qui m'attire énormément. Je pense que c'est une histoire qui est très poignante, dure à lire, mais qui je pense sera très intéressante aussi à découvrir, puisqu'on est ici sur un récit qui traite du viol. On y suit ici Eddie qui a été violemment agressée par le frère de son meilleur ami et ça a été un événement extrêmement traumatisant dans sa vie, à tel point qu'elle a complètement changé du jour au lendemain et qu'elle a mis beaucoup de temps à s'en remettre, mais ça c'est ce que l'on découvre du coup dans The Way I Used to Be. Il paraît que The Way I Am Now est une fin un petit peu plus positive à cette histoire, une bulle de douceur, un petit pansement sur une plaie à vivre peut-être, j'en sais rien, mais on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, je pense sincèrement que c'est le genre de tome bonbon qui est nécessaire à lire après un livre aussi dur et qui peut faire un petit peu de bien aussi à nos petits cœurs meurtris. Donc je le note et je pense sincèrement enchaîner les deux au moment où je les lirai parce que ouais, je sens que j'en aurai besoin, que c'est clairement le genre d'histoire qui nécessite d'avoir derrière un livre un petit peu plus doux à lire ensuite. Finalement, un petit peu à l'image de Jamais plus et À tout jamais de Colleen Hoover par exemple.
Ce qui ici m'attire énormément, c'est qu'en plus de ça, eh bien, on suit une lycéenne et je pense que dans tous les cas, en fait, à n'importe quel moment dans la vie, c'est quelque chose qui est juste extrêmement difficile à vivre et traumatisant, mais de suivre en fait une lycéenne qui va essayer de se reconstruire, mais tout en ayant tout le temps ce regard des autres élèves sur elle-même en allant au lycée, ça peut être aussi très pertinent, et c'est ce qui m'attire aussi dans cette histoire, de voir en fait comment elle peut aller vers une reconstruction alors qu'elle-même est toujours une adolescente en pleine construction aussi. Et franchement, je pense que ça peut être très intéressant, mais difficile à lire aussi. Donc bien évidemment, si c'est un sujet trop difficile pour vous, n'allez pas vers ce livre. Ce mois de septembre, c'est clairement le mois qui est sur le signe des livres que j'attends avec impatience. Puisqu'on est ici sur le tome 2 de la saga des couronnes de Nyaxia avec le roi maudite et la couronne sanglante de Carissa Broadbent apparaître le 18 septembre. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, Le Serpent et le Descendant de la Nuit. C'est l'une de mes meilleures lectures de l'année 2024 jusqu'à présent. Alors bien évidemment, j'attends impatiemment ce deuxième tome et j'en attends beaucoup parce que j'espère qu'il sera aussi bon que le premier. Ouais, la barre est très très haute. Et bien évidemment, puisque c'est un deuxième tome, je vais vous parler plutôt du premier pour ne pas vous spoiler. Dans le premier tome, on suit Oraya qui est une jeune femme, donc humaine, qui est élevée par un vampire, l'un des rois vampires, parce que en fait il y a plusieurs clans de vampires et du coup plusieurs seigneurs, et en fait elle va participer au Kejari qui est un tournoi à mort organisé par la déesse de la mort en personne, dont le but en fait c'est à la fin, si elle s'en sort vivante, d'avoir un souhait exaucé par la déesse de la mort, et donc elle espère pouvoir gagner sa liberté et ne plus être une proie dans ce monde. Alors c'est pas forcément une femme qui n'a pas de liberté, mais en fait juste avoir un pouvoir suffisant pour qu'elle ne risque plus sa vie dans ce monde peuplé de vampires. Et clairement c'est très intéressant parce que pendant ce tournoi il va s'en passer des choses et franchement j'ai adoré l'ambiance. En plus c'est un tournoi qui n'est pas un huis clos, et ça c'est super important selon moi parce que c'est assez rare, donc je tiens à le souligner, et pour moi ça a été le gros plus parce que je suis pas hyper fan des histoires qui se passent en huis clos, et du coup bah là on n'avait pas ça non plus. Oraya c'est une personne qui est très très forte, qui est déterminée, et j'ai adoré la suivre dans ses aventures, et donc bien sûr j'ai envie de découvrir la suite de cette histoire, d'autant plus que j'ai complètement accroché avec le style de l'autrice. Ensuite j'ai noté Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer apparaître aux éditions Calix le 18 septembre. J'ai l'impression que ça va être une histoire qui va être complètement loufoque, un petit peu décalée, mais qui en même temps pourrait grandement me plaire, même si j'ai toujours un petit peu de mal avec les choses trop décalées. Mais ici on va suivre Evie qui a une famille à charge et qui clairement ne peut pas cracher sur le fait d'avoir un emploi, elle en a bien besoin d'un, et là une mésaventure avec le plus redoutable vilain de Raindon se solde sur un contrat d'embauche. Elle se retrouve à devoir travailler pour lui malgré tous les aspects un peu déroutants du métier comme les têtes coupées, les cadavres, etc. Sauf que un jour elle se rend compte qu'il y a un complot qui vise à assassiner le vilain en question, et ça hors de question pour elle parce que ça voudrait dire qu'elle perdrait son travail, du coup elle va tout faire pour l'aider. Franchement, ça peut être très très drôle, un petit peu décalé aussi comme je vous disais par rapport à ce qu'on peut lire habituellement. Ça m'a l'air très original et du coup c'est pour ça aussi que j'ai sélectionné ce livre, et j'espère sincèrement qu'il me plaira parce que je pense que ça peut être très sympa et changer un peu de mes lectures habituelles. Là par contre on revient tout de suite dans ce que j'aime tout particulièrement, c'est-à-dire des vampires. Il s'agit de When the King Falls de Marie Niolf, apparaît aux éditions Comet le 18 septembre. Donc ici c'est une histoire qui se passe à Londres et on y trouve des vampires comme je vous le disais. Au-delà de ça, les vampires y règnent en maître et les humains se révoltent contre leur tyrannie. On y suit Florence qui a été élevée depuis sa naissance pour une mission de la plus haute importance, intégrer le palais royal et surtout prendre la place de la fiancée de sang du roi des vampires. Tout cela bien sûr pour le séduire dans le but de le tuer lors du solstice d'hiver qui est le moment où sa garde sera baissée. Cependant, vous vous en doutez, on est ici sur une romantésie, donc Florence va se laisser emporter par ses sentiments pour le roi et va finir par trahir la rébellion sûrement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit dans le résumé, donc c'est ce qu'on attend. Mais franchement, je pense que ça peut être très sympa parce que moi j'aime beaucoup ce genre de petits complots manipulations où on fait passer pour quelqu'un, ou en tout cas où il y a une histoire de fourberie derrière, etc. Je pense que ça peut être très chouette, et en même temps j'espère aussi y trouver beaucoup d'introspection et d'évolution dans les pensées de Florence et dans sa manière d'être et d'agir pour que ce soit aussi cohérent bien évidemment. En tout cas je l'ai noté et j'espère pouvoir le découvrir prochainement. Ensuite j'ai noté Le Livre Maudit d'Azraël, apparaître aux éditions Bookmark le 18 septembre, et c'est ici un livre de Nicole Humber. Ici l'histoire se passe dans un monde ravagé par des forces anciennes où Diana
Lyanna fait tout ce qu'elle peut pour sauver sa sœur et en faisant cela, elle attire l'attention d'un monstre redoutable, le Khaden. Elle se retrouve alors contrainte de chercher une relique pour lui tout en affrontant ses propres démons. En parallèle de cela, Liam, qui est un ancien roi et destructeur des mondes, se retrouve à devoir se rendre dans une dimension qu'il pensait pouvoir quitter à tout jamais, mais il va devoir affronter lui aussi le Khaden, vous avez compris, puisqu'ici ces deux destructeurs des mondes vont se rencontrer de nouveau. C'est un livre que j'ai repéré depuis un petit moment maintenant et qui me tente beaucoup, donc je pense sûrement craquer pour celui-ci. Ensuite, j'ai sélectionné Bride de Ali Hazelwood, apparaître aux éditions Milady le 18 septembre. Vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos précédentes, j'ai découvert Ali Hazelwood cette année, entre Checkmate et Love on the Brain, et du coup j'ai bien envie de découvrir d'autres livres de cette autrice, dont Bride, qui clairement combine tout ce que j'aime, une romance, des vampires et des loups-garous. Et on y suit ici Misery, qui est la fille du plus puissant conseiller vampire, qui se retrouve contrainte de forger une alliance, et elle se retrouve contrainte à épouser Law, qui est l'alpha de cette meute, qui clairement dirige sa meute de manière complètement impitoyable. Sauf que Misery a des motivations qui lui sont propres derrière ce mariage de convenance, et elle va tout faire pour aller au bout de ce qu'elle s'est fixé, quitte à devoir vivre seule parmi cette meute de loups, et en particulier en compagnie de l'alpha. C'est clairement une histoire qui me tente vraiment, et ce que j'apprécie dans les livres de l'autrice, c'est que ce sont à chaque fois des one-shots. Et ça, franchement, c'est un gros plus selon moi, parce que ça permet de découvrir une histoire sans s'engager pour autant sur une très longue saga. Franchement, je trouve que dans ce genre d'univers, parfois, les très longues sagas n'ont pas que du bon, parce que ça peut être aussi un peu étirer les choses sur la longueur. À voir quand même à quel point l'univers sera développé. Bon, en soi, je suppose que c'est des vampires et des loups-garous dans notre monde à nous, et du coup qu'on est plus sur du fantastique que de la fantasy, donc pas besoin d'un univers hyper poussé non plus. Ensuite, j'ai noté Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez, apparaître le 19 septembre aux éditions Pocket Jeunesse. On y suit ici Maya qui peine à oublier son ex Jordi, qui est une célébrité qui lui était infidèle, et elle finit par choisir de participer à une émission de télé-réalité Seconde Chance pour une romance. Le principe de cette télé-réalité, c'est de donner une seconde chance à certains couples en rassemblant des ex et du coup en leur permettant d'aller au bout de leur relation. Mais Maya y voit surtout une opportunité de se venger. Sauf qu'en arrivant sur le plateau, elle se rend compte que Sky, la femme avec laquelle Jordi l'a trompée, est également présente. Elle se demande alors si sa rivale pourrait l'empêcher de mettre son plan à exécution, ou si au contraire elle pourrait s'allier, et surtout si finalement, la clé, ce serait pas juste de trouver elle-même son propre bonheur. Bref, une histoire qui me tente énormément, et celui-ci c'est sûr et certain, je le lis en septembre, puisque je vais travailler avec les éditions Pocket Jeunesse autour de ce titre. J'avoue que je suis très contente de pouvoir avoir une telle opportunité. Alors bien sûr, j'en profite aussi pour vous remercier, vraiment merci du fond du cœur, parce que c'est grâce à vous si je peux avoir de telles opportunités aussi. Oui, je sais, vous allez me dire que c'est aussi grâce à mon travail, etc. Mais si vous n'étiez pas là pour consulter et interagir avec le contenu que je propose, tout cela ne fonctionnerait pas ainsi. Ensuite, j'ai noté pour le 19 septembre Twisted Academy de Moria Clark, apparaître aux éditions Addictive. On y suit ici Arlo qui accepte une mission avec le procureur. Elle va intégrer une école d'élite jusqu'à ses 18 ans pour pouvoir ensuite avoir la garde de sa petite sœur. Et ça, c'est clairement la seule solution qu'elle a pour éviter la prison. Sa mission se complique lorsqu'elle rencontre les Fallen Kings, qui sont des sportifs influents, et en particulier Ace, dont elle tombe tout de suite irrésistiblement amoureuse. Sauf que elle est contrainte par une promesse qu'elle a faite à sa sœur qui l'oblige de rester à distance des Blackwood, donc de Ace Blackwood bien sûr, et en plus de ça, un secret dévastateur va l'amener à devoir choisir entre la vérité et sa famille. Franchement, j'ai hâte de découvrir celui-ci, il m'a l'air très intéressant. On continue ensuite avec The Fallen Empire de Grace Draven, apparaître aux éditions Chatterley le 19 septembre. Ici, l'histoire se passe dans un empire cruel où chaque village doit envoyer chaque année une jeune femme pour qu'elle soit sacrifiée dans la capitale. Le village de Gillian l'a choisi chaque année pour l'envoyer au sacrifice, puisque elle seule peut survivre et du coup sauver toutes les femmes de son village grâce à la magie qu'elle possède et qu'elle seule possède, et du coup cette année, encore une fois, n'est pas surprise, elle est envoyée en sacrifice. Sauf que cette fois-ci, Azarion, un gladiateur en quête de liberté, découvre le secret de Gillian, et donc il va l'utiliser, il va la forcer à quitter l'Empire avec lui pour récupérer ses droits dans son village natal. Mais alors que Gillian se retrouve forcée du coup à le suivre, elle est tiraillée par cette envie de
retourner justement au sein de l'Empire pour protéger son peuple parce que puisqu'elle seule peut se donner en sacrifice à chaque fois pour sauver les autres femmes de son village. Une histoire qui m'a l'air franchement très originale. J'ai jamais vraiment vu d'histoire de ce genre-là et je pense que ça pourrait beaucoup me plaire aussi. Ensuite, j'ai noté une suite de webtoons que j'attends avec impatience. Il s'agit cette fois-ci du deuxième tome de la nouvelle chef de clan aux éditions Cotoon, à paraître le 19 septembre. J'ai adoré le premier, du coup bien évidemment j'ai envie de découvrir la suite de cette histoire. Dans cette histoire on va suivre Ferranta qui est l'héritière de la famille Lombardi, mais suite à la mort de son père et de son grand-père, elle perd tout leur soutien et se retrouve persécutée par ses cousins. Jusqu'au jour où elle meurt et se retrouve réincarnée en la jeune fille qu'elle était à l'époque lorsque son père et son grand-père étaient encore en vie. Et comme bien sûr elle a tous les souvenirs de ce qu'il s'était passé, eh bien elle va essayer de mettre des petits pions en place pour faire en sorte de changer le destin. Bon, surtout de faire en sorte de garder son père et son grand-père vivants le plus longtemps possible, ce serait chouette, mais pas que, elle va essayer d'influencer aussi sur la politique du territoire et franchement c'était génial. J'ai adoré ce premier tome et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, donc ce sera chose faite dès le 19 septembre. Ensuite j'ai noté le premier tome de la trilogie des torches, Songlight de Moira Buffini, à paraître aux éditions La Martinière Fiction le 20 septembre. Ici l'histoire se passe dans un monde où le champ des lumières est très mal vu et les personnes qui possèdent ce don sont condamnées à la mort. En fait, c'est clairement un don de télépathie. Et on va y suivre Elsa qui va découvrir qu'elle est finalement inhumaine puisqu'elle possède ce don-là et donc elle est sur le point d'être exécutée, voilà, donc elle va fuir tout simplement pour sauver sa peau. Elle se retrouve alors à devoir naviguer dans un univers post-apocalyptique complètement impitoyable et en même temps en quête de liberté, en étant aussi en quête d'identité et ça va être bien compliqué pour elle, mais elle espère pouvoir compter sur son pouvoir pour trouver un avenir meilleur. C'est un livre que j'ai repéré depuis bien longtemps et qui me tente terriblement, donc j'espère sincèrement pouvoir le découvrir en septembre. Ensuite, j'ai une autre suite de webtoon à vous présenter. Il s'agit cette fois-ci du 4e tome de Because I Can't Love You de Leaf, à paraître aux éditions K-Factory le 20 septembre. J'ai tellement aimé le début de ce webtoon et j'ai trop hâte de continuer à découvrir cette histoire parce que franchement c'est trop chouette et c'est vraiment un webtoon qui est très percutant selon moi. Ici on va suivre Pretty et son frère Cole, mais également tout ce qui va être relations amoureuses, amicales, etc. Bref, leur vie et leur quotidien à l'université et c'est franchement très sympa puisque ça va traiter de nombreux sujets et en particulier de l'anxiété et enfin pas que, aussi des relations amoureuses, etc. de l'orientation sexuelle et de plein de choses en fait, de l'exploration de l'université, des apprentissages de la vie, etc. Et franchement, j'adore. C'est clairement un webtoon tranche de vie, mais j'aime tellement cette histoire et je ne peux que vous la recommander si jamais c'est le genre de webtoon qui peut vous plaire. Ensuite, j'ai noté Saint de Adrienne Young, apparaître aux éditions Rajo le 25 septembre. C'est ici un spin-off de Fable que j'avais vraiment bien aimé, mais voilà, il manquait des petits approfondissements sur certaines choses dans Fable selon moi, mais en tout cas, j'avais été très intriguée par le personnage de Saint et donc j'ai bien envie d'en découvrir plus sur ce personnage et du coup de découvrir ce qu'il a pu vivre avant de devenir le père de Fable. Ici c'est un univers de piraterie qui repose sur le commerce mais surtout sur le commerce de gemmes et donc il y a aussi des personnes qui vont plonger au fond des océans pour récupérer ces gemmes puisque ce sont des pierres précieuses que l'on retrouve au fond des océans justement et c'est franchement très intéressant déjà comme concept. Ici on va y suivre Elias qui suite à la mort de son père a tout fait pour respecter les océans, les mers et en fait il a appris à devenir un marin aguerri jusqu'au jour où il s'apprête enfin à toucher du bout des doigts ses rêves, c'est-à-dire de devenir un marchand influent. Mais à ce moment-là il rencontre Isolde, une plongeuse aguerrie au passé très mystérieux. Sa fascination croissante pour elle menace donc de compromettre ses ambitions puisqu'il est confronté à un dilemme entre l'amour et les superstitions qui lui ont forgé cette réputation de saint. Elias n'a donc pas d'autre choix, choisir entre les deux. Comme je vous le disais, j'ai vraiment bien aimé Fable et j'ai été très intriguée par ce personnage donc forcément j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai noté Macarons et sentiments de Emily Parizzo, apparaître le 25 septembre aux éditions Hugo en format poche. C'est la suite ici de Hors d'œuvre et préjugés, enfin ça a l'air d'être plus des tomes compagnons mais comme je n'ai pas encore lu le premier ni le deuxième du coup, eh bien je ne peux pas trop vous dire mais je pense quand même que ça peut être préférable de les lire dans l'ordre au cas où. Ici on va suivre Gennaro qui est passionné de cuisine mais qui aime tout autant séduire les femmes et en fait il va vite se rendre compte que Clarisse, une femme rencontrée lors d'un speed dating, lui a volé une de ses recettes fétiches. Il va donc tout faire
faire pour la contacter et surtout récupérer son numéro de téléphone. Sauf que Clarisse n'est clairement pas prête à s'engager, surtout qu'elle est mère célibataire et c'est vraiment pas le moment pour elle de céder aux avances de Gennaro. Mais lui est complètement sous le charme et va tout faire pour la séduire. Franchement, je me dis que ça peut être très sympa. En tout cas, le premier tome, Hors d'œuvre et préjugés, me tente beaucoup pour ce côté un peu décalé, plein d'humour, mais surtout avec le fait aussi qu'il soit lié avec une émission de télé autour de la nourriture. Mais je ne sais pas trop pour celui-ci, en tout cas, on verra bien, mais je pense que ça peut être très sympa aussi. J'ai ensuite noté une autre suite de webtoon qui me tente beaucoup. Il s'agit cette fois-ci du 3e tome de L'autrice de ma destinée, apparaître aux éditions Coda le 25 septembre. Ici, on va suivre les aventures d'une autrice qui a écrit un roman, L'Empereur et la Sainte, dans lequel, à la fin du roman, Fiona, qui est du coup la magicienne maléfique, se retrouve battue par les héros. Et alors que son antagoniste est vaincu, cette autrice se retrouve propulsée dans son propre livre et dans la peau de Fiona. Alors si c'était une bonne chose au départ pour elle d'avoir conclu son histoire, et bien là c'est bien plus compliqué. Parce que du coup, si elle reste dans la peau de Fiona et que Fiona se retrouve vaincue par les héros, elle va simplement mourir et donc elle va tout faire pour essayer de se battre et de défendre son royaume qui est complètement assiégé. Franchement, c'est une situation bien compliquée et elle va se retrouver du coup à devoir réécrire son propre destin, bien sûr, au sein de ce roman avec tous ces personnages qu'elle connaît si bien. C'est un webtoon dont je n'ai toujours pas lu le premier tome, mais je me le suis acheté il y a pas si longtemps et clairement je sens que vu le résumé et tout, je vais le dévorer au moment où je le lirai et du coup c'est pour ça que j'ai aussi noté l'apparition du 3e tome parce que je sais d'avance que lorsque je lirai le premier, j'irai vite craquer pour le 2e et j'enchaînerai probablement avec le 3e. Bref, je me retiens juste de me lancer dessus parce que clairement, je sens que c'est le genre de webtoon que je vais dévorer. D'ailleurs, on se retrouve prochainement sur la chaîne pour une vidéo autour de lecture de webtoon parce qu'il est vraiment temps que je filme cette fameuse vidéo que je vous avais promis déjà début août, je pense, parce que franchement, il y a plein de webtoons qui attendent d'être lus chez moi et j'ai bien hâte de m'y mettre parce qu'ils me font tous très envie, que ce soit des livres que j'ai reçus ou achetés et j'aimerais beaucoup descendre cette pile. Alors le fait de faire une vidéo autour de ça sera une bonne excuse pour enfin les lire et ne pas juste en lire un ou deux, mais d'en lire un bon nombre d'entre eux. On termine cette vidéo avec une parution qui me tente beaucoup. Il s'agit de cette fois-ci de The Grandest Games de Jennifer Lynn Barnes, apparaître aux éditions Pocket Jeunesse le 26 septembre. Bon, si le nom de Jennifer Lynn Barnes ne vous est pas familier, vous avez peut-être un peu plus entendu parler de Inheritance Games, qui est une saga qu'elle a écrite et qui est du coup publiée aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu les 3 tomes donc de Inheritance Games, le 4e aussi qui lui porte plus sur les frères Hawthorne que Avery qui est la protagoniste des 3 premiers tomes. Et là, eh bien, on est sur un genre de spin-off de cette histoire qui au départ, je vous avoue, ne me tentait pas plus que ça parce que j'ai l'impression que Inheritance Games c'est vraiment une saga qui est tirée en longueur, vraiment étirée au plus possible. Ouais, au bout d'un moment, ça fait un peu long et j'ai été surtout un peu déçue de la fin qui est retombée un petit peu comme un soufflet malheureusement pour moi et ça n'a pas été l'histoire qui m'a le plus convaincue, en tout cas du début à la fin. Mais j'ai quand même noté celui-ci parce que je pense qu'il a de quoi se démarquer du reste. Ici, l'histoire se passe après Inheritance Games où on va retrouver un concours qui est organisé par les protagonistes de Inheritance Games, donc Avery et les frères Hawthorne. Il s'agit de The Grandest Games. Ici, l'objectif est bien sûr de décrocher la victoire, mais pour y parvenir, eh bien déjà, les différents concurrents doivent obtenir l'une des 7 invitations. Oui, parce que c'est hyper sélectif. Et en plus de ça, réussir les épreuves qui sont bien sûr très difficiles, on s'en doute. Mais alors que la compétition s'intensifie, des révélations font surface et mettent en lumière certains des plus sombres secrets des différentes personnes présentes ici. Et en plus de cela, Grayson se rend compte que les participants ne respectent pas tous les règles du jeu. Bref, je pense que ça peut être très intéressant à voir comment sera la ligne directrice de celui-ci, mais j'ai l'impression que ça se rapproche un petit peu plus du tome 4 de Inheritance Games plus que du reste. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement que celle-ci vous a plu. Je vous remercie grandement de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les titres que vous avez repérés bien évidemment. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!